On n'est pas sorti des ronces, hein. C'est la galère. Salut à tous, c'est Jordan pour On n'est pas sorti des ronces. Quel plaisir d'animer ma première émission à la radio. Donc toute nouvelle émission qui sera diffusée sur Radio Alliance, Rage et à retrouver en podcast bientôt. On vous tient au courant sur la page Facebook et Insta de l'émission, donc allez suivre tout ça, je pense que ça va être vraiment super à suivre. Donc l'émission elle aura pour but de parler écologie, environnement, développement durable. Et oui, c'est assez large vu comme ça et c'est bien pour cela que nous voulons en parler. Nous accueillerons un invité ou plus par émission pour évoquer un sujet et parfois plus. Donc comme l'indique le titre, nous sommes un peu dans les ronces actuellement, dans un océan de questions concernant les sujets environnementaux. On nous parle de bio, de recyclage, de pistes cyclables, d'énergie renouvelable, de décroissance, de circuits courts et plein d'autres sujets. Mais pourquoi ? Le but c'est d'arriver à démêler des nœuds, ici on va dire des ronces, l'objectif étant tout simplement de mieux comprendre pour mieux agir. Voilà en tout cas pour le concept de l'émission. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Jordan et c'est donc moi qui va animer cette émission. J'ai fait mes études dans l'environnement, j'ai travaillé sur pas mal de thématiques et du coup c'est un peu devenu pour moi une vocation et je suis donc extrêmement fier de pouvoir faire cette émission et j'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire. Donc pour cette première émission, on va parler énergie, donc c'est un sujet quand même qui est assez lourd et j'espère qu'on va pouvoir un peu vous faire mieux comprendre un peu cette thématique. Donc on va parler de l'énergie comme un secteur économique qui se base sur sa transformation, sur sa production et surtout sa consommation. Le nucléaire, énergie renouvelable, charbon, gaz, pétrole, nous pensons à beaucoup de choses quand nous évoquons la production d'énergie. Mais pourquoi nous devons produire différemment ? On ne cesse d'évoquer dans les médias des termes comme transition énergétique, énergie verte, neutralité carbone, des termes que l'on associe à un nouveau monde, une nouvelle société à devenir. Mais pourquoi ? Les scientifiques, médias ou politiques lisent souvent énergie et changement climatique. La preuve par exemple avec la loi de 2019, énergie et climat, qui associe directement les deux pour viser l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Mais de quoi parlons-nous quand on parle de neutralité carbone ? On parle tout simplement d'un équilibre à trouver entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption. Ces mêmes gaz à effet de serre qui précipitent le réchauffement climatique terrestre dont on entend parler énormément dans les médias. Mais pourquoi un lien si étroit entre énergie et climat ? Car l'énergie influe directement sur le changement climatique par sa consommation comme sa production. Donc les débats entendus sont divers et variés. On entend énormément de choses. On entend est-ce qu'il faut mieux du nucléaire ou des énergies renouvelables ? À quand la fin du pétrole ? Comment produire et consommer mieux ? On parle aussi de la fermeture de la centrale de Fessenheim, de Stéphane Bern qui critique les éoliennes, de la fusion nucléaire. Mais qu'en est-il de tout ça ? Nous allons tenter avec mon invité de faire un petit état des lieux de ces sujets, de mieux comprendre certaines choses. On parlera aussi un peu de lui, de son métier, de son rapport à l'environnement. Donc je suis plus que ravi d'accueillir mon premier invité, Victor, chargé de projet dans les énergies renouvelables. Salut Victor. Salut Jordan. Je suis vraiment super content de te retrouver ici. On se connaît déjà d'avant et du coup tu es mon premier invité. Je suis assez fier que tu sois mon premier invité. Et du coup, je vais te poser tout simplement 3 premières questions que je poserai à tous mes invités par la suite. C'est qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Alors, je m'appelle Victor, j'ai 27 ans et je travaille dans un bureau d'études dans le développement et des énergies renouvelables depuis à peu près 2 ans. Par le passé, j'ai travaillé 4 ans dans une grosse entreprise internationale qui travaillait sur la sécurité du réseau électrique en sortie de centrales nucléaires notamment. Donc c'est un milieu que je connais un petit peu, on va dire partiellement. Et ensuite, suite à ça, je suis parti à l'étranger avec ma copine et en revenant, j'ai eu envie de m'investir dans ce domaine que je connaissais pas, qui est les énergies renouvelables. Ok. Et c'était quoi ton parcours précis pour en arriver jusqu'à ce métier-là ? Alors mon parcours, c'est un parcours qui est assez classique finalement. J'ai fait un IUT, assez spécialisé en sortie du bac. Et ensuite, je suis rentré dans une école d'ingénieur en alternance, donc à Lyon, spécialisée dans les énergies et surtout l'exploitation des moyens de production d'énergie. Et donc j'ai fait mon alternance dans cette grande entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui m'a permis un petit peu de découvrir le métier.
Ok. Avant de détailler un peu ton métier actuel, de parler un peu de ton parcours, de parler des énergies renouvelables avec plus de détails, je te propose de contextualiser un peu pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent tout simplement ce que c'est l'énergie. Donc, je vais te poser juste une première question toute simple. On parle d'énergie à tout va, mais c'est quoi l'énergie et à quoi cela sert? Alors l'énergie, en fait, on baigne dedans en permanence. Le premier exemple d'énergie qui peut venir à l'esprit, c'est la nourriture. Quand on mange de la nourriture, on absorbe des nutriments, des glucides qui en fait vont se faire transformer par le corps humain en énergie mécanique par les muscles. Donc ça, c'est un premier type d'énergie. Ensuite, bien sûr, on utilise de l'énergie primaire comme le pétrole, comme le gaz. Le pétrole pour faire avancer des véhicules thermiques, voilà, le diesel, le kérosène pour faire avancer les avions, le gaz pour se chauffer avec une chaudière. Voilà, donc en fait, dans toutes les étapes, dans toute notre journée type, on utilisera plein de types d'énergie. La voiture pour se déplacer, le gaz pour se chauffer, et aujourd'hui, c'est une énergie qui est de plus en plus présente, c'est l'énergie électrique. Et donc l'énergie électrique, c'est enfin, aujourd'hui qui est en permanence autour de nous. Et les énergies renouvelables, donc, c'est vraiment, enfin, les énergies type nucléaire renouvelable, c'est vraiment lié à l'énergie électrique. Et peut-être, ce qui serait intéressant, ce serait de voir comment est-ce qu'on produit l'énergie électrique, dans un premier temps. Du coup, je vais te poser cette même question. C'est l'électricité du coup qu'on a dans nos foyers, qu'on va retrouver pour allumer nos ampoules. Comment on la produit, tout simplement, d'un point de vue un peu technique, en vulgarisant, si c'est possible. Alors, on va dire le principal 80% des moyens de production d'énergie électrique, c'est d'arriver à faire tourner quelque chose. Donc la pièce maîtresse de ça s'appelle un alternateur. Quand on va faire tourner un alternateur, donc entre le rotor et le stator, quand on va faire tourner un alternateur avec de l'énergie qui provient du vent, de l'eau, on y reviendra un petit peu après. Quand on arrive à faire tourner cet alternateur, on va déclencher un mouvement d'électrons qui va se transformer en courant électrique. Ça, c'est 80%, c'est les centrales nucléaires, c'est l'éolien, c'est l'hydraulique, on y reviendra peut-être un petit peu après. Et après, il y a des énergies un petit peu alternatives, on parle du photovoltaïque, où en fait on utilise les rayonnements du soleil qui vont créer un courant électrique à partir du silicium, qui est un métaux particulier qui permet justement de créer ce courant avec un rayonnement solaire. Mais du coup, voilà, là, tu m'as parlé de nucléaire, tu m'as parlé d'énergie renouvelable, comme tu as dit. Je vais te poser du coup une question pour que les auditeurs comprennent mieux. Souvent, on entend à la télé, on parle d'énergie renouvelable, d'énergie donc non renouvelable. Et c'est quoi la différence, tout simplement? Alors la différence, alors énergie renouvelable, c'est un petit peu un abus de langage à l'heure actuelle, parce qu'en fait une énergie, en tout cas l'énergie électrique n'est pas renouvelable, voilà, c'est l'origine qui va être renouvelable. Donc une énergie d'origine renouvelable, ça va être par exemple l'éolien. C'est-à-dire que l'éolien, on va peut-être un petit peu détailler du coup tous les types d'énergie renouvelable. L'éolien utilise la force cinétique du vent pour convertir ça en énergie mécanique grâce aux pales, qui va convertir ça en énergie électrique. Ensuite, on aura en tant qu'énergie renouvelable également, donc comme je disais, le photovoltaïque, qui va en fait convertir les rayons du soleil donc les rayons du soleil qui sont inépuisables et renouvelables par définition, en énergie électrique. Après, on a également l'énergie hydraulique. Donc toujours dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'on va utiliser la force mécanique de l'eau, donc dans un fleuve ou dans un barrage, dans des conduites, etc. On va utiliser cette force mécanique pour faire tourner des turbines et pour créer du courant. Et après si on fait, contrairement à ça, il y a les énergies non renouvelables, en tout cas d'origine non renouvelable. En fait, c'est tout ce qu'on va utiliser à partir de minerais, de gisements. C'est ce qu'on appelle l'énergie fossile. Alors, il y a exactement. En fait, l'énergie fossile, alors c'est vrai que l'énergie fossile, c'est vraiment du minerai. Donc, l'énergie fossile, il y en a trois types. Il y a le charbon. Donc, en fait, voilà, c'est des mines de charbon. On extrait le charbon, on fait brûler le charbon pour faire bouillir de l'eau et on fait tourner des turbines avec la vapeur. Après, il va y avoir le gaz. Pareil, on fait brûler le gaz, on fait tourner des turbines. Et après, il va y avoir le pétrole. C'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui en France des centrales à pétrole où on met du pétrole et on arrive à faire tourner les turbines avec ça. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où, par exemple, pour les énergies fossiles, qui représentent, je présume, en termes de pourcentage, une grosse partie des énergies qui sont utilisées dans le monde actuellement, non? Alors oui, dans le monde, c'est assez important, et en France, c'est de moins en moins important, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est à peu près à 10% d'énergie d'origine fossile. Ok.
Mais du coup, l'énergie, de par les ressources qu'il nécessite, est un facteur au final d'inégalité dans le monde et aussi un facteur de développement pour certains pays, je présume, non? Alors bien sûr, parce qu'en fait, qui dit énergie fossile dit gisement, et en fait, dit que tout simplement, chaque pays n'a pas les mêmes gisements de charbon, de pétrole, de gaz, etc. Donc après, c'est là où aussi, quand on parle d'enjeux aussi politiques, etc., c'est là aussi où toute la partie géopolitique intervient. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a des pays qui ont des énormes ressources. Donc quand je parle d'énormes ressources, je pense aux pays à l'OPEP, donc c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole, donc voilà, Arabie Saoudite, Koweït, États-Unis, etc., qui en fait, eux, ont un énorme gisement de pétrole dans leurs terres, qui va leur permettre en fait d'avoir des échanges commerciaux et surtout des échanges politiques, on y reviendra un petit peu après. Et après, il y a aussi voilà, donc, la Chine qui a énormément de silicium, donc, ce qui est utilisé pour les panneaux solaires, qui a énormément de lithium aussi à l'état naturel, ce qui va être un enjeu important puisque c'est utilisé pour les batteries de voitures électriques notamment, et toutes les batteries qu'on utilise sur nos téléphones portables aussi. Et après, il y a aussi toute la partie quand même Europe du Nord et Russie, où c'est les plus grosses réserves de gaz quasiment mondiales. Donc c'est pour ça qu'il y a des gros enjeux géopolitiques. Du coup, on se retrouve avec en fait une interdépendance de tous les pays les uns avec les autres. Et bien sûr, forcément, quand on parlait à l'époque, ouais, tu dois mieux le savoir que moi et on en parlera, mais dans les années 60, quand la France a lancé un peu toute la démarche liée au nucléaire, on parlait souvent de le nucléaire pour créer en fait une sorte de dépendance des autres pays. Là, on disait l'indépendance à la française. Voilà, en fait, tout est question de souveraineté. Alors, peut-être on reviendra un petit peu sur l'historique du nucléaire. Mais si on parle rapidement du côté géopolitique de la chose, à partir du moment où un pays possède des ressources qui sont extrêmement importantes pour le reste des pays, donc voilà, l'Europe occidentale a assez peu de ressources en minerais, et pourtant consomme beaucoup de gaz, beaucoup encore du charbon, beaucoup de pétrole, etc. À partir de ce moment-là, il y a forcément un déséquilibre qui va se créer. Ce déséquilibre, il va être déjà commercial, parce que forcément, nous, on va forcément apporter beaucoup plus de choses que ce qu'on va exporter, en tout cas dans ce milieu-là. Et après, il y a aussi un déficit, entre guillemets, géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des moyens de pression qui sont importants, qui sont en fait tout simplement, euh, par exemple, le gaz russe aujourd'hui. Donc nous, on utilise principalement du gaz russe en France et en Europe occidentale. S'il s'avère que la France ou l'Europe met des sanctions très importantes, notamment au niveau économique, quand on parle des droits de l'homme, etc., met des sanctions extrêmement importantes à la Russie peut très bien dire, ah bon, c'est dommage, parce qu'en fait, moi je vais couper le robinet et vous aurez plus de gaz. Donc en fait, c'est toujours après, c'est des contreparties qui sont à trouver, et c'est très diplomatique. En plus, ce qui est vraiment un peu un côté un peu injuste et dur, c'est que avoir des ressources ne garantit pas à un pays d'avoir une vraie puissance, par exemple économique, parce que il y a des pays africains, par exemple, qui ont, par exemple, je sais que l'uranium peut venir de pays africains, etc., dont on a besoin, par exemple, pour le nucléaire, et ces pays-là, par exemple, n'ont pas forcément des grandes puissances économiques, tout simplement parce que par exemple, un Africain, on sait par exemple qu'il va consommer, on va dire une empreinte carbone bien moins, en tout cas énergétique, bien moins importante qu'un Américain. Et du coup, on voit bien que c'est plus un jeu commercial, un jeu géopolitique, et pas forcément un facteur réel de développement d'un pays, d'avoir les ressources en tout cas. C'est surtout de les produire et de les consommer derrière. Oui, et puis surtout, qui est-ce qui va se faire de l'argent derrière? Ouais. Et d'ailleurs, c'est le fait que l'Afrique soit un des principaux un des principaux endroits sur Terre où il y a autant de minerais, autant de richesses en fait souterraines, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Afrique a été extrêmement colonisée pendant le 19e siècle. Ok. Du coup, je te propose de passer sur... Là, on a parlé du côté politique, géopolitique de l'énergie. Dans les médias, on parle énormément, comme je l'ai dit en introduction, c'est que souvent on lie énergie et climat. Du coup, j'ai envie de te demander tout simplement en quoi s'explique le lien entre les enjeux environnementaux et l'énergie. Alors ça c'est super intéressant et je pense que je vais peut-être définir rapidement ce que c'est d'abord la puissance d'une machine. Donc par exemple, ce qu'il faut savoir déjà, première chose, c'est que la consommation et la production doivent toujours être exactement la même. C'est-à-dire que RTE, le réseau de transport électrique, doit toujours s'assurer que ce qui produit en permanence avec toutes ces centrales nucléaires, éoliennes, etc., soit exactement la même chose que ce qui est consommé en France. Quand tu parles d'une machine, tu parles d'un moyen de production? Alors je parle d'un moyen de production, Ouais. voilà, une machine thermique, Voilà. une centrale à charbon, etc. Par rapport à ça, par exemple, par rapport à la consommation, imaginons donc une télé qui fait 100 watts. C'est la puissance normale d'une télé. Si on l'utilise pendant une heure, on va utiliser 100 Wh.
Voilà, ça c'est donc en fait on est passé d'une puissance en watts à une énergie en watt-heure. S'il s'avère que par exemple il y a 10 télés qui fonctionnent pendant 1 heure, on va utiliser comme énergie 1 kWh. Et ce qu'il faut savoir, c'est là où je vais répondre à ta question sur le côté environnement et changement climatique lié à ça, c'est que selon le moyen de production d'énergie, on va avoir des conséquences qui vont être totalement différentes sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc les émissions de gaz à effet de serre, on sait aujourd'hui que c'est le principal responsable du dérèglement climatique qui est en jeu à l'heure actuelle. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si jamais il y a 10 télés donc, qui fonctionnent pendant 1 heure en même temps, si on produit cette électricité à partir de charbon, on va émettre dans l'atmosphère 1 kg de CO2. Si on crée cette énergie à partir de nucléaire, on va émettre dans l'atmosphère 6 grammes de CO2. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un rapport quasiment de 200, ce qui est extrêmement important, et ce qui en fait, c'est pour ça que les énergies fossiles dont on parlait au début, charbon, gaz et fuel, ce sont des énergies qu'on appelle carbonées, parce que quand on va produire de l'électricité avec ces moyens, on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec le but voilà, de changer nos types d'énergie actuellement dans plusieurs pays. Alors c'est clair que dans beaucoup de pays du monde, bon, je pense à la Chine, à d'autres pays qui sont en voie de développement, la principale source d'énergie, c'est le charbon. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a plus de la moitié de la production électrique qui va être faite avec des centrales à charbon. Et là, en fait, on voit qu'il y a quand même des gros impacts. Et en fait, c'est pour ça que c'est une réponse globale à donner et que c'est pas juste une réponse française ou chinoise. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre qui sont émis en Chine, en fait, vont impacter globalement l'ensemble de la planète, et idem pour ceux émis en France, ceux émis aux États-Unis, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut, à l'heure actuelle, changer profondément les moyens de produire l'électricité, que ce soit en France ou à l'étranger, pour éviter en fait tout simplement d'utiliser ce type de centrale thermique. Donc thermique, qui utilise des combustibles fossiles, charbon, gaz, fioul. Voilà. Et du coup, c'est pour ça tout à l'heure, on parlait de l'interdépendance des pays au niveau géopolitique. Il y a une interdépendance des pays aussi au niveau climatique, puisque les objectifs sont mondiaux et donc globaux. Je te propose, avant de rentrer en détail sur le sujet de l'énergie et surtout l'énergie en France et l'énergie renouvelable, de faire une petite pause musique et on se retrouve juste après. C'est bon. Do it. 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 Nous revoilà sur Radio Alliance et Rage avec Victor, mon invité du jour, avec qui on parlait énergie et avec qui on va continuer à parler énergie. Donc je te propose de rentrer un peu plus dans le sujet et surtout l'énergie en France et ensuite les énergies renouvelables. Donc on va commencer par le commencement. Comment fonctionne la production énergétique en France, sa distribution tout simplement? Alors, donc pour répondre à cette question, on va peut-être parler juste du mix énergétique français. Donc le mix énergétique français, en fait, c'est l'énergie qui est produite par chaque moyen de production d'énergie sur une année. Et donc en fait, on se rend compte qu'en France, on a quasiment 70% de la production électrique. Donc là, on parle que de la production électrique. Hein. On a 70% de la production électrique qui est assurée par les centrales nucléaires. Donc ça, on reviendra un petit peu sur les ordres de puissance, etc.
Le mix énergétique, donc, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive au 100%. Donc on est à 70% de nucléaire. En 2020, on a 20% d'énergie renouvelable. Donc énergie renouvelable, comme je disais, c'est hydraulique, éolien, photovoltaïque, et j'en ai oublié une petite, c'est la biomasse, qui est l'utilisation du gaz naturel, etc. Et après, il y a la dernière partie, c'est les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est donc la partie qu'il faudrait supprimer, qui représente 10% à l'heure actuelle, et qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre. Et du coup, là, on voit que donc, le nucléaire est majoritaire. Je présume qu'il y a une différence tout simplement de capacité entre ces énergies-là, non? Enfin, sinon l'équilibre serait entre guillemets moins important, il y aurait moins de pourcentage de notre production qui serait faite par le nucléaire. Il y a une différence de rendement, non? Alors, première chose, je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu après sur l'historique, comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir 70% de nucléaire en France. Par rapport à ça, je pense que c'est important aussi de prendre en compte le facteur important qui est la puissance d'une unité. Donc comme je disais tout à l'heure, la puissance de votre télé, c'est 100 watts à peu près en moyenne. Il faut imaginer que la puissance installée, c'est-à-dire la puissance de la turbine d'une centrale nucléaire en France, oscille entre 900 et 1300 mégawatts. Donc mégawatt, en gros, c'est 1 million de watts. Il faut savoir aussi qu'une éolienne, c'est pour ça qu'il y a aussi 2 poids 2 mesures par rapport à ce débat-là, une éolienne, c'est entre 3 et 5 mégawatts. Donc vous voyez déjà la différence. Une grosse différence d'échelle. Et si on regarde encore plus par rapport au photovoltaïque, on reviendra peut-être après sur l'utilisation des sols, etc. Mais par rapport au photovoltaïque, pour avoir 1 mégawatt, il faut utiliser 1 hectare. Il faut couvrir 1 hectare de surface. 1 hectare, c'est quand même 10 000 m². Donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que, voilà, donc déjà, il faut prendre en compte la puissance qui est installée par rapport relativement aux différentes énergies. Ensuite, le point qu'il faut prendre en compte, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure par rapport au rendement. Donc alors le rendement, c'est pas vraiment l'intitulé exact de ce que tu voulais dire. Toi, tu voulais parler du facteur de charge. Le facteur de charge, c'est le rapport entre ce qui est produit réellement sur une année par rapport à ce qui aurait pu être produit si la machine avait tourné 100% du temps. Donc par exemple, si je prends l'exemple de l'éolien, le facteur de charge est égal à 25%. Donc le facteur de charge égal à 25%, ça ne veut pas dire qu'une éolienne tourne 1 jour sur 4, ça veut dire que l'énergie qui est produite en une année, c'est égal à un quart de l'énergie qui aurait pu être produite si elle avait fonctionné à 100% sur toute l'année. Ah, c'est ça la nuance par rapport à... Parce que c'est Stéphane Bern qui disait il disait quoi par rapport à l'éolien déjà? Alors Stéphane Bern, il disait qu'une éolienne tourne 1 jour sur 4. Et Voilà, c'est pour voilà, ça que ok. techniquement, c'est pas vrai. Ok, ça marche. Et du coup, donc, on se retrouve avec ces différentes différences donc, de facteurs de charge entre donc, le nucléaire et l'éolien. Qu'est-ce qui a fait, tout simplement, d'un point de vue historique, parce que du coup, tu en parlais tout à l'heure, moi je parlais tout à l'heure que le nucléaire avait été une sorte de levier d'indépendance français. Qu'est-ce qui a fait qu'on a investi à un moment à fond dans le nucléaire et peut-être ensuite, on enchaînera avec les énergies renouvelables, pourquoi on investit tant maintenant sur les énergies renouvelables? Alors, ce qui s'est passé, alors peut-être juste un petit historique de ce qui se passait avant. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on était 100% charbon. En gros, voilà, c'était produire l'électricité, on n'avait pas beaucoup de besoin, on était 100% charbon. À partir de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à avoir des plans d'investissement sur des barrages hydroélectriques. Donc on fait des retenues d'eau, on turbine l'eau qui descend dans le fleuve, et ça produit l'électricité. Ensuite, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la France a voulu rattraper son retard sur le nucléaire. Donc à la base, c'était plutôt le nucléaire militaire, donc la bombe. Et aussi, par le même temps, on a réussi à rattraper notre retard sur le nucléaire civil, c'est-à-dire les centrales nucléaires. Ce qui a précipité les choses, c'est le choc pétrolier qui a eu lieu dans les années 70, où la France a pris la décision, qui s'est révélée être une très bonne décision, de dire on va arrêter de compter sur le pétrole, sur le charbon pour notre énergie, on va développer une nouvelle technologie qui est la technologie nucléaire et qui aujourd'hui est clairement la clé de voûte du système électrique français puisqu'elle nous permet d'avoir une indépendance forte par rapport aux autres pays. Et du coup, concernant le nucléaire, je voulais revenir sur un petit truc. Tout à l'heure, on parlait donc des émissions de gaz à effet de serre, que par exemple, on disait les énergies fossiles sont carbonées. Le nucléaire, donc, n'émet pas de gaz à effet de serre. Alors, le nucléaire, c'est un petit peu un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une énergie qui est dite fossile, parce qu'en fait, on va retirer donc, du minerai, donc notamment c'est de l'uranium, qui est enrichi par la suite. On va retirer du minerai et on va l'utiliser ensuite pour faire bouillir de l'eau, parce que en fait, c'est toujours ça le même principe, de faire bouillir de l'eau et d'utiliser la vapeur d'eau pour faire tourner des turbines. La grosse différence avec le nucléaire, c'est qu'un tout petit peu d'uranium peut produire une quantité colossale d'énergie, tout simplement parce qu'on ne fait pas juste brûler de l'uranium,
on utilise ce qu'on appelle la fission nucléaire. C'est-à-dire, bon, c'est tout un mécanisme. Si jamais un jour tu as un invité qui parle de ce sujet-là précisément, vous en parlerez. Ouais, je vais chercher. Euh, En tout cas, Oui, du coup, là, sur le côté, en fait, pourquoi il y a un débat, pourquoi on se retrouve maintenant avec une politique liée aux énergies renouvelables où on essaye à fond de les développer en France, alors que, par exemple, pour faire une comparaison, on est moins dans une urgence climatique que la Chine par rapport à nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi on a souvent on parle, tu vas mieux expliquer que moi, mais on parle de transition énergétique aussi en France par rapport à ces objectifs de réduction du nucléaire et du coup augmentation des énergies renouvelables. Pourquoi on veut faire ça, tout simplement? alors la première réponse, c'est une réponse politique. C'est-à-dire que c'est les gouvernements qui fixent tous les 5 ans les objectifs de la production d'énergie sur le territoire et qui disent, bah voilà, notre objectif à 2030, à 2050, c'est d'avoir tant et tant de pourcentage de nucléaire, d'énergie renouvelable. La transition énergétique, comme tu l'appelles, comme elle est appelée, pardon, elle a 2 buts. Le premier but, c'est de réduire la production d'énergie fossile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que plus on met d'éolien, plus on met de photovoltaïque, moins on utilise les centrales charbon. Et en fait, 1 heure d'utilisation de centrales charbon qui n'est pas utilisée, c'est déjà une victoire en soi. Le second objectif de la transition énergétique, c'est de baisser la production d'origine nucléaire. Et ça, en fait, c'est un peu plus discutable d'ailleurs, mais il s'avère que c'est surtout lié à ce qui s'est passé en 2011. Enfin voilà, on va dire pour rentrer précisément dans le sujet, il y a différents facteurs. Le premier facteur, c'est ce qui s'est passé en 2011, donc le monde, avec Fukushima, donc l'accident nucléaire qui est au Japon, le monde a commencé à avoir peur du nucléaire. Et alors qu'au final, on en reparlera un petit peu, notamment M. Jancovici, que je vais citer régulièrement, lui il dit clairement que, je le cite en disant ça, que les parents devraient avoir plus peur de leurs enfants qui courent à côté d'une piscine, que de leurs enfants qui courent à côté d'une centrale nucléaire. Tout simplement parce que le danger d'une centrale nucléaire est assez élevé, mais le risque est extrêmement faible. Voilà, ça, c'est toute la notion de danger-risque aussi qui est à envisager. Après, il y a la seconde notion aussi de tout ce qui est stockage des déchets, etc. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est une problématique, mais qui est une problématique assez moindre. Oui, donc on se retrouve en fait avec une situation où en France, donc il y a des pro-nucléaires et des pro-énergie renouvelable. On le voit sur le débat politique actuellement où on va se retrouver avec un Jean-Luc Mélenchon qui est complètement contre le nucléaire, par exemple Marine Le Pen qui est complètement contre les énergies renouvelables. Et souvent, donc oui, comme tu disais, tu parlais donc des déchets, de la sécurité. Souvent, les arguments qui vont être sortis par les candidats au présidentiel, en tout cas on va dire les supporters du nucléaire ou les supporters des énergies renouvelables vont sortir ces arguments-là. Là, je vais revenir rapidement quand même sur ton métier, parce que du coup, on n'a pas parlé vraiment de ton métier de chargé de projet dans les énergies renouvelables, parce que du coup, tu travailles actuellement sur le solaire et sur l'éolien. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ton métier? Bien sûr, alors peut-être avant d'expliquer le métier, je vais juste dire les 3 phases en fait pour qu'un projet éolien ou qu'un projet photovoltaïque sorte de terre. La première phase, c'est toute la partie développement. Donc, c'est-à-dire, on va trouver une zone, on va réaliser des études qui sont assez poussées sur l'impact sur la faune et la flore, sur l'acoustique, sur le paysage, etc. Sur le paysage, c'est-à-dire sur les monuments historiques. Et ensuite, on va déposer tout ça au préfet. Ensuite, il y a la partie construction qui va être réalisée pendant 6 mois à 1 an. Et ensuite, il y a toute la partie exploitation qui va du coup durer pendant toute la durée de l'éolienne, c'est-à-dire 30, 35 ans, 40 ans. Et moi, mon travail, donc je suis chargé de projet dans la partie développement. Donc, c'est-à-dire entre le moment où on décèle une zone qui est favorable, que ce soit pour le photovoltaïque ou pour l'éolien, jusqu'au moment où on va construire le parc éolien. C'est comment on trouve une zone favorable? C'est quoi une zone favorable? Alors, il y a beaucoup de contraintes à respecter. La première contrainte principale, c'est la distance aux habitations. Donc la France a quand même une urbanisation assez mitée, ce qu'on appelle le mitage urbain, je crois, tu sais mieux que moi, je pense, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup, même dans des communes très rurales, il y a beaucoup de lieux-dits, d'habitations isolées, etc. Et à partir du moment où une habitation est classée habitation, on a le devoir réglementaire de s'éloigner de 500 mètres. Donc ça, c'est la première contrainte, qui n'en est pas une en soi, mais je veux dire pour trouver des zones, c'est une obligation, on va dire. Une obligation. Et après, on va aussi prendre en compte tous les enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'on va regarder toutes les zones naturelles protégées. Bien sûr, on ne va pas se mettre dedans. On va regarder l'éco-visibilité par rapport à des sites classés, par rapport
à des monuments historiques. Voilà, on n'imagine pas des éoliennes à côté du pont du Gard, par exemple. Et après, il y a aussi toutes les notions donc vraiment techniques par rapport à l'aviation civile et à l'armée de l'air. Donc ça va être un sujet qui est très important ou sur lequel on reviendra peut-être. Parce qu'il s'avère que la France est couverte d'une partie assez importante de son territoire, de zones réservées exclusivement à l'entraînement militaire. Donc, pour un exemple très concret, le Vaucluse, donc le département 84, il y a l'intégralité du Vaucluse qui n'est pas accessible à l'éolien, tout simplement parce qu'il se situe dans une zone de vol tactique, c'est-à-dire une zone d'entraînement aux hélicoptères de l'armée de l'air. Mais du coup, par exemple, c'est ce qui explique au final qu'on se retrouve parfois, par exemple, si l'éolien n'est pas possible, par exemple pour le Vaucluse, ils vont peut-être prioriser le photovoltaïque, non? Alors voilà, ça et d'ailleurs bon, il s'avère que dans le Vaucluse, c'est une région qui est extrêmement ensoleillée et qui en plus a beaucoup de vent parce que c'est à la fin de la vallée du Rhône. Mais oui, effectivement, après le principe c'est d'arriver à trouver des technologies qui sont adaptées au territoire. Ok. Donc toi, dans ton métier, tu travailles pour donc une organisation privée. Est-ce que en fait, quelle est la place de parce qu'on sait que par exemple que les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer dans le développement du nucléaire. Quelle est la place tout simplement des institutions publiques dans le développement des énergies renouvelables? Alors ça c'est super intéressant comme question parce qu'en fait évidemment donc nous on est privé, il y a un aspect qui est lucratif derrière. Ce qu'il faut savoir c'est que comme tu disais, contrairement au nucléaire, l'État a choisi de complètement délaisser entre guillemets la transition énergétique au privé. Mais par contre, ce que tu disais est vrai, c'est super intéressant, c'est que l'État, bien qu'il ait abandonné la partie création, développement de ce type de projet-là, a mis énormément de garde-fous sur ce type de projet. Donc le premier garde-fou, tout simplement, c'est que quand nous on va réaliser des études, donc des études d'impact donc sur les oiseaux, sur les chauves-souris, sur les monuments historiques à proximité, etc., toutes ces études-là seront validées par l'ADREAL. Par exemple, l'ADREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, donc, qui a une délégation par région, l'ADREAL qui est un service de l'État, qui est instruit par l'État. Ensuite, on va dire que l'État est quand même très présent pendant toute la durée du développement d'un projet, donc avant la construction, et le signe majeur de la présence de l'État, quand même, c'est celui qui valide la construction du parc éolien ou du parc photovoltaïque, c'est le préfet. Le préfet du département qui est directement... qui est une délégation de l'État dans le département. Donc en fait, c'est l'État qui, avec ses différents services instructeurs qui vont vérifier la pertinence du projet, qui va autoriser ou pas la construction d'un parc éolien ou d'un parc photovoltaïque. Donc, ce qui montre que vraiment, au final, oui, quand l'État dit qu'il faut encourager les énergies renouvelables, l'État va bien sûr s'investir. Bien sûr, par exemple, les préfets vont suivre un peu les consignes de l'État aussi en autorisant plus ou moins certains projets pendant certaines périodes. C'est également subventionné. Alors voilà, ça c'est bien que tu en parles aussi, c'est-à-dire que moi j'ai parlé dans toute la partie développement des contributions de l'État. Par contre, comme tu dis, il y a aussi la partie exploitation. Donc comme je disais tout à l'heure, après la construction, il y a l'exploitation. Et en fait, l'État, pour promouvoir la filière éolien et photovoltaïque, garantit des tarifs d'achat auprès des entreprises privées pour que tout simplement il y ait un retour sur investissement qui soit intéressant. En fait, l'État a mis ça en place le temps que le marché mûrisse. C'est-à-dire que forcément, les coûts du photovoltaïque, les coûts de l'éolien étaient largement supérieurs il y a 15 ans, où c'était les prémices, que maintenant, où on commence vraiment à développer de manière industrielle, entre guillemets, ce qui permet de réduire les coûts, d'avoir de la concurrence, etc. Et donc l'État a mis en place ce tarif de rachat qui permet, en fait, quand une éolienne ou un parc photovoltaïque va envoyer sur le réseau 1 MWh, d'avoir un tarif de rachat qui est par mégawattheure et non pas par rapport au prix du marché. Ok. Mais du coup, malgré cette implication de l'État à chaque étape des projets solaires et éoliens, on se retrouve avec beaucoup d'opposition, d'opposition locale. Donc ça peut être dû par rapport à la politique locale ou par rapport à une saturation des projets éoliens ou photovoltaïques sur des territoires. Je te propose d'écouter un extrait de France 3 sur tout simplement la saturation de projets éoliens en Hauts-de-France, où Xavier Bertrand, futur candidat au présidentiel, va intervenir. Donc je te propose d'écouter, et si tu veux, après, tu pourras commenter ce phénomène de saturation. Les éoliennes, un scandale national selon Xavier Bertrand. Le candidat à sa succession pour les régionales tape fort. Selon le journal du dimanche, il dénonce une méthode de développement anarchique qui méprise les populations, un sabordage même des paysages français. Une ligne claire qu'il assume. Ça défigure le paysage. Ça pourrit la vie des riverains. Ça coûte un fric fou. Et je le dis aussi aujourd'hui, il est temps de mettre un terme à ce scandale dans les Hauts-de-France.
Pour ce faire, Xavier Bertrand pourrait attaquer les futurs projets éoliens et financer les associations qui luttent contre ces discriminations. Une démarcation claire avec la liste de l'Union de gauche menée par Karima Delli. Une union fragilisée, toujours selon le journal du dimanche. Le maire socialiste de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, préparerait son ralliement à Xavier Bertrand. Des indiscrétions pour l'instant pas confirmées. Bon, on voit que Xavier Bertrand n'aime pas trop les éoliennes. Lui, donc, il parle de saturation du paysage. Souvent, on entend parler donc d'éoliens industriels. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il dit? Eh ben, Xavier Bertrand, c'est vrai qu'on peut comprendre son opinion parce que Xavier Bertrand donc, est le président de la région des Hauts-de-France, région qui possède le plus d'éoliens en France. Il y a quasiment 25% de la production éolienne française qui se situe uniquement sur cette région-là. Donc forcément, on en voit beaucoup, c'est une région qui est très vantée, qui est extrêmement agricole, donc beaucoup de plaines agricoles, etc. Donc forcément extrêmement, on va dire, pertinente pour l'éolien. Après, effectivement, lui, ce qu'il en pense par rapport à la saturation, c'est aussi par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a énormément de zones, voilà, on a estimé entre 30 et 40% de la surface du territoire qui est uniquement destinée à l'entraînement militaire. Donc des couloirs de passage, des réseaux très basse altitude, des secteurs d'entraînement complets, comme je disais, sur le Vaucluse, qui empêchent totalement le montage d'éoliennes sur un département entier. Donc voilà, c'est clair que à partir du moment où forcément il y a des espaces qui sont libres de toute contrainte, où il y a du vent, etc., et ben évidemment, il y a beaucoup de monde qui est sur l'affaire. Bah, c'est clair qu'il y a un côté un peu injuste parce qu'au final, le levier d'action principal des énergies renouvelables, c'est le rural, alors que le rural consomme beaucoup moins que l'urbain. Alors voilà, ça c'est clair, t'as totalement raison en disant ça. C'est vrai que l'éolien, de par le fait qu'il faille éloigner une éolienne d'une maison de 500 mètres, bah forcément on peut pas les mettre à proximité des centres urbains. Et il y a aussi la question du photovoltaïque qui prend beaucoup d'espace au sol. Et donc forcément de l'espace au sol, bah, il y en a beaucoup plus dans les milieux ruraux. Et c'est vrai que c'est un côté qui est un petit peu... Ouais, qui est un petit peu injuste, ça c'est clair. C'est vrai que l'occupation du sol du photovoltaïque pose problème parce que du coup, je pense que ça tu peux me l'expliquer, mais au final ça prend beaucoup de place pour une énergie par exemple qui est vraiment mineure par rapport à une centrale nucléaire par exemple. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que donc, ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au 1 hectare pour 1 mégawatt de puissance installée, si on compare par exemple juste au niveau de la puissance installée par rapport à une centrale nucléaire de 900 mégawatts, ça veut dire qu'il faudrait 900 hectares. C'est-à-dire Ouais. 9 Ouais. millions de mètres carrés qui seraient utilisés uniquement pour remplacer un réacteur de centrale nucléaire. Ouais, Donc, du coup, c'est vrai que c'est un facteur d'opposition. Enfin, en tout cas, c'est un indice d'opposition qui est assez légitime. Et on parle aussi du problème lié au recyclage. Surtout, bon, on parle un peu du recyclage des pales, d'éoliennes, etc. On parle aussi du recyclage des panneaux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette technologie va évoluer? Où on en est? alors, en France, on a la chance de commencer à avoir une filière de recyclage de panneaux photovoltaïques qui se crée, donc notamment PV Cycle, qui se situe à Fos-sur-Mer, donc l'entreprise française, qui en fait, parce qu'on se rend compte que le silicium est extrêmement bien recyclable et réutilisable, donc ça c'est quand même intéressant. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est toute la partie donc recyclage, que ce soit les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. C'est un marché qui est hyper émergent. C'est un marché parce qu'en fait, les premiers parcs éoliens photovoltaïques datent du début des années 2000. Et on commence tout juste à commencer à démanteler, on commence toujours à avoir une filière qui se crée. Et en fait, au fur et à mesure où il va y avoir de plus en plus de démantèlement de panneaux photovoltaïques et de plus en plus de démantèlement d'éoliennes, il va y avoir forcément cette nouvelle filière qui va se créer, et donc les coûts vont baisser, et donc également la revalorisation va aussi être amenée à être modifiée pour le mieux. Ok. Du coup, c'est vrai que, mais en parlant de technologies qui évoluent en fonction des besoins, où on en est au niveau du stockage? Est-ce que c'est possible de stocker de l'énergie? Parce que, bon, on parle souvent de l'intermittence du photovoltaïque, parce que ça marche que par rapport au soleil, et l'intermittence de l'éolien, parce que ça marche que par rapport au vent. Est-ce qu'il y a des moyens de stockage actuels qui permettraient, en tout cas, de résoudre un peu cette problématique? Alors, il y a des moyens de stockage. Alors, c'est vrai que je vais parler un tout petit peu du stockage par batterie parce que c'est vrai que c'est une option qui est envisagée, en sachant que c'est pas une option qui est viable à très long terme parce qu'en fait, on se rend compte que rien que pour générer des batteries, le bilan écologique d'une batterie est quand même assez mauvais parce que bon, tout est fabriqué avec du lithium qui vient de Chine, etc. Le recyclage n'est pas évident, etc. Donc, le stockage par batterie, c'est une option, mais qui paraît très compliquée à mettre en place sur l'ensemble du réseau français. Par contre, on a des options qui sont beaucoup plus pertinentes et qui sont utilisées déjà aujourd'hui, donc notamment c'est la STEP.
Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la STEP, c'est une station de transfert d'énergie par pompage. Tout à l'heure, j'expliquais rapidement donc, les barrages hydroélectriques. Donc, en fait, on met un barrage pour contenir de l'eau. Ensuite, donc, par exemple, le barrage au lac de Sainte-Croix, dans les gorges du Verdon. Ensuite, on a des conduites, donc des grands tuyaux qui vont jusqu'en bas de vallée pour faire tourner des turbines. Et au lieu que l'eau circule ensuite librement dans le fleuve, on a un second réservoir en aval qui permettra en fait de stocker de l'eau également. Et en fait, ce second réservoir, ce qu'on va faire avec la STEP, c'est qu'on va utiliser les turbines dans l'autre sens, pour schématiser, pour faire remonter de l'eau du réservoir aval au réservoir amont. Ce qui va permettre en fait d'utiliser l'électricité qui est en trop pour faire remonter de l'eau et pour que l'eau ensuite soit réutilisable pour la returbiner dans l'autre sens pour produire quand on en a besoin. Mais du coup, je présume que ça reste un moyen de stockage pour le moment qui est limité. Alors c'est des puissances qui sont quand même assez importantes parce qu'au final on peut engranger beaucoup d'eau, mais c'est sûr que la France n'est pas non plus, alors a pas mal de barrages, mais pas non plus dotée de 15 000 barrages, quoi, on va dire, surtout avec ce type de technologie qui est la STEP. Donc effectivement c'est une solution, mais pas forcément la solution qu'il faut. Ok. Là, on parlait donc des énergies renouvelables. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, peut-être plus écologiques, aux énergies renouvelables qui existent et qui pourraient résoudre de nombreuses problématiques actuelles? Donc, par exemple, on parle de rénovation thermique ou d'autoconsommation. Qu'est-ce que tu en dis? Alors là, clairement, là, ce qui me vient à l'esprit je trouve le plus intéressant, c'est le PV en toiture, le photovoltaïque en toiture, parce qu'il s'avère qu'on a déjà beaucoup de surfaces qui sont déjà urbanisées, donc des immeubles, des parkings, etc., et qui en fait n'attendent entre guillemets qu'à avoir des panneaux sur eux. Donc on en voit de plus en plus d'ailleurs, hein, sur les parkings de supermarchés. On voit de plus en plus d'ombrières, donc c'est-à-dire des endroits pour que les voitures puissent se garer à l'ombre, et sur le côté sur l'opposé, on voit des panneaux photovoltaïques qui vont créer du courant avec cet espace-là. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une des solutions aussi, même si jamais le développement, enfin, il n'y a pas non plus, le développement est assez compliqué, surtout sur des anciennes toitures, etc. Et après aussi, la rénovation thermique, effectivement, est hyper importante, mais il faut faire une communication qui est appropriée. Parce que donc, je vais te parler un peu d'effet rebond, si ça te va. Ouais, c'est l'exemple allemand, c'est ça? Alors l'exemple allemand, c'est un exemple qu'il ne faut pas suivre et qu'il faudra, si on commence à investir là-dedans, qu'il faudra surtout essayer de contrecarrer. L'effet rebond, tout simplement, c'est quand on fait de la rénovation thermique, c'est-à-dire qu'on va investir de l'argent public pour que les citoyens puissent payer moins cher leurs factures, puisqu'en fait, ce sera mieux isolé, etc. Ce qu'on constate avec l'effet rebond, c'est que les citoyens allemands, bon, tous, ça ne veut dire rien, mais les citoyens allemands, au lieu de baisser leurs factures et de consommer moins, en fait, ont baissé leurs factures et au lieu de rester comme ça, ont eu un confort supplémentaire. C'est-à-dire qu'elles ont augmenté la facture parce qu'elles voulaient être, par exemple, à 25 au lieu de 23 l'hiver, à 17 au lieu de 19 l'été. Et en fait, il s'avère que les Allemands ont consommé beaucoup plus. Et donc, en fait, que la consommation énergétique a été équivalente par rapport à avant où tout partait dans les airs. Donc, il faudra éviter de jouer avec la facture peut-être des Français si on veut se lancer là-dedans. Est-ce que j'ai envie de te parler vite fait de l'évolution de ton secteur? Parce que tout simplement, les énergies renouvelables, on voit qu'à un moment ou à un autre, il y aura peut-être plus de place, tout simplement pour installer du photovoltaïque, de l'éolien. Il y a aussi l'enjeu politique. On voyait selon le prochain président, il y aura des politiques qui seront mises en place. Comment tu vois tout simplement ton secteur, ton métier dans 5 ans? Alors oui, c'est vrai, les énergies renouvelables, c'est un secteur qui est extrêmement politique, comme tu disais, parce qu'il suffit que Marine Le Pen passe au pouvoir en 2022, et Marine Le Pen veut faire ce qu'on appelle un moratoire sur tous les projets éoliens, c'est-à-dire que tous les projets qui sont en cours, qui ne sont pas encore construits, elle veut les arrêter. Donc effectivement, c'est hyper politique, et aussi parce que c'est lié aux subventions de l'État, donc à partir du moment où les subventions s'arrêtent, est-ce que le marché est déjà mature? En fait, moi personnellement, j'ai pas connaissance de ça à l'heure actuelle, quoi. Et après, par rapport à la place, il y en a beaucoup quand même. Il y en a sur beaucoup de communes. Après, la question, c'est de savoir est-ce que les communes seront favorables et de savoir aussi et d'éviter également la saturation comme on voit dans les Hauts-de-France. Donc, c'est toujours un équilibre à respecter. Surtout qu'il parle souvent de libération de zones militaires, donc ça, je présume que ça permettra de libérer peut-être des zones intéressantes. Alors ça, c'est pareil, c'est vrai qu'en fait, il y a un combat interministériel qui est fait entre le ministère des Armées,
qui veut en fait conserver ces espaces de protection du territoire, comme je disais tout à l'heure, le secteur d'entraînement, etc. Et après, le ministère de l'écologie qui veut développer à fond les énergies renouvelables, donc notamment l'éolien. C'est vrai qu'il y a forcément des compromis à avoir, et on voit de plus en plus qu'il y a des zones qui sont libérées par le ministère des Armées pour permettre le développement éolien. Ok. Après, donc je vais te poser des questions un peu plus personnelles, mais avant ça, j'aimerais juste quand même, avant de clôturer ce sujet, quels seraient tes conseils à un auditeur qui souhaite bosser dans les énergies renouvelables? Alors, les énergies renouvelables, à l'heure actuelle, est un secteur qui embauche énormément. C'est-à-dire que voilà, enfin, il y a énormément d'offres d'emploi dans ce secteur-là. C'est un secteur qui est en pleine expansion. Euh, Par rapport aux études qui doivent être réalisées, j'ai pas forcément de réponse toute faite à donner parce que voilà, je connais des gens qui ont fait une école de commerce, je connais des gens qui ont fait une fac dans l'environnement, voilà, donc on va dire ça peut être assez varié. Il suffit en fait d'avoir une filière comme orientée environnement ou plutôt orientée électrotech, orientée technique pour pouvoir aborder ce type de travail. Ok. Et si je suis un auditeur qui donc ne veut pas forcément travailler des énergies renouvelables, mais qui souhaite participer à cette transition, c'est-à-dire tout simplement avoir peut-être, voilà, essayer de rendre des choses positives en matière de gestion de l'énergie. Est-ce que ça va jouer plutôt sur mes habitudes? Alors ça va clairement jouer sur les habitudes parce que ce qu'on voit, le premier levier, c'est la sobriété. La sobriété, c'est-à-dire l'hiver, est-ce que j'ai besoin d'avoir 25 chez moi? Est-ce que 21, ça suffit pas? L'été, est-ce que j'ai besoin de mettre la clim à fond et d'arriver à 15 degrés alors que je pourrais la laisser à 25 s'il fait 30 degrés dehors par exemple? Donc voilà, c'est vraiment des actions qui seront quotidiennes pour limiter la facture. En fait, c'est ça en fait, ça va dans deux sens différents. Le sens économique quand même, parce que moins on va consommer, moins on va payer, que ce soit du gaz ou de l'électricité, et après le sens aussi écologique qui dit que à partir du moment où on va moins consommer, on aura moins besoin de produire, et donc on va émettre aussi moins de gaz à effet de serre. Ok. J'espère que les auditeurs auront entendu ces beaux conseils. En parlant d'habitude, là du coup je vais aller sur le côté un peu plus personnel de cet entretien. Toi, est-ce que tu as des habitudes qu'on pourrait dire écolo et pourquoi tout simplement? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans ta vie qui a fait que tu t'es lancé dans ces habitudes-là? Alors, j'ai pas forcément eu de déclic, en fait, c'est que en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai commencé à prendre conscience que chaque chose qu'on faisait, chaque article qu'on achetait, chaque voyage qu'on réalisait, etc., avait clairement un impact qui soit sociétal, qui soit environnemental. Donc en fait, à partir de ce moment-là, il faut toujours se poser la question, en tant que consommateur dans une société de consommation, notre rôle, entre guillemets, notre seul rôle est de consommer. Et en fait, à partir du moment où le seul pouvoir qu'on a, c'est la manière de consommer, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de participer à ce monde-là, est-ce que j'ai envie de donner de l'argent à cette entreprise-là, etc. Et après, surtout, d'essayer d'imaginer les achats qui vont vraiment apporter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je vais vraiment m'en servir? Si jamais il s'avère que c'est un article dont j'ai besoin, est-ce que ça existe d'occasion? Est-ce que je peux pas l'emprunter à quelqu'un, voilà, par exemple? Et après, effectivement, si jamais il n'y a pas d'occasion, etc., et qu'il faut quand même acheter neuf, est-ce que c'est pas possible d'avoir des entreprises françaises, par exemple, de participer à l'effort français? Donc ça coûte effectivement un peu plus d'argent, mais ça dure quand même beaucoup plus dans le temps. Donc voilà, après, je pense que c'est toutes des questions comme ça à se poser sur vraiment notre rôle dans la société qui est de consommer, malheureusement, et de savoir comment est-ce qu'on va consommer de manière un peu plus intéressante et un peu plus intelligente. Ah, c'est vrai que les habitudes, au final, ouais, les habitudes, c'est ça. C'est tout simplement changer sa manière de consommer parce que tout simplement l'impact se définit vraiment par la consommation. Est-ce que tu as une œuvre à conseiller, soit sur l'environnement, soit en général, à un auditeur ou en tout cas aux auditeurs, et pourquoi? Alors, j'ai pas forcément d'œuvre en lien avec le sujet à conseiller. J'ai juste un auteur qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais plus jeune, parce que j'ai toujours eu un esprit assez scientifique et pas vraiment littéraire. C'est Bernard Werber. En gros, c'est un ancien journaliste scientifique qui écrit des romans. Donc, il est connu pour la trilogie Les Fourmis, mais il a plein d'autres romans qui mêlent psychologie, science, recherche fondamentale, voilà, qui sont vraiment super intéressants. Et je conseille aux personnes qui sont comme moi et qui n'ont jamais eu trop l'envie de lire, de commencer par là en tout cas. D'accord. Alors une autre question de ce type-là, est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire et pourquoi? Alors oui, j'en ai un petit peu parlé déjà, c'est Jean-Marc Jancovici. Donc c'est un ingénieur qui commence à avoir de plus en plus de place dans le débat public.
alors qui a pas du tout les mêmes opinions que moi sur les énergies renouvelables. Il est vraiment pro-nucléaire à 100%. D'ailleurs avec des arguments qui sont entendables. Enfin voilà, je vous invite à l'écouter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sa manière de voir les choses et surtout de l'expliquer. Il vulgarise super bien les choses. Et aussi, il parle vraiment d'une chose extrêmement importante, c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses à la télé, voilà, un avion qui va voler pour la première fois à l'hydrogène, etc. Voilà, il faut toujours imaginer que quand il y a des effets d'annonce comme ça, il y a encore, par exemple, si je parle des avions à l'hydrogène, il y a encore 100 000 avions par jour qui volent, et encore, je ne sais même pas le nombre, mais il y a encore énormément d'avions qui volent au kérosène. Voilà, et en fait, la question, c'est, au lieu d'imaginer des avions qui volent sans émissions, est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions à faire sur le rôle de notre consommation, notre façon de voyager, est-ce qu'on ne peut pas réduire les vols long courriers, etc., qui sont, on le sait, extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre. Et en parlant de ça, Jean-Marc Jancovici, c'est un auteur qu'on voit assez peu dans les médias classiques. En tout cas, voilà, on va pas le voir dans le JT de TF1, dans le JT de France 2, de manière enfin, assez souvent en tout cas. On le voit pas non plus à BFM, etc. Toi, tu t'informes sur quels médias tout simplement, sur par exemple les sujets environnementaux ou autres. Tu t'informes sur quels médias quotidiennement? Alors quotidiennement, je m'informe sur des médias qui sont assez classiques. Je pense au Monde, je pense à France Info. Notamment, si je fais un zoom sur Le Monde, ils font des vidéos explicatives sur YouTube qui durent 5-6 minutes et qui sont hyper bien vulgarisées, hyper intéressantes sur beaucoup de sujets, le nucléaire, l'héritage, enfin, la crise israélo-palestinienne, enfin bref, sur plein de sujets différents qui sont hyper intéressantes et qui permettent en fait d'apprendre pas mal sur un sujet assez rapidement. Et après, si on veut des trucs un peu plus spécialisés, j'écoute de temps en temps un podcast qui s'appelle Thinkerview, où c'est beaucoup plus, ça rentre beaucoup plus dans le détail, ça dure en général 2-3 heures, donc il faut quand même prendre le temps, mais c'est avec des invités souvent, notamment Jean-Marc Jancovici, il était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est avec des invités qui sont extrêmement connaisseurs, et donc en 2-3 heures, ils ont le temps vraiment de rentrer au fin fond du sujet, quoi. Ok. Ma dernière question sera plutôt politique. Du coup, il y a les présidentielles dans quelques mois. Est-ce que si tu devais donner un conseil sur un sujet lié à l'écologie au futur président, ça serait lequel? Eh ben, s'il y en avait qu'un à donner, ce serait tout simplement de lire le dernier rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat, qui a fait un rapport, je crois, qui est sorti cet été, en été 2021. Et surtout, ils ont eu l'intelligence de faire donc un rapport extrêmement complet qui fait plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Et après, ils ont fait un rapport extrêmement concis qui s'appelle le rapport destiné aux décideurs, c'est-à-dire aux grands de ce monde qui vont prendre les choix et qui vont faire les stratégies des pays et des gouvernements et de l'Union européenne, etc. Et c'est un rapport qui fait à peine 20 pages et qui est extrêmement facile à lire et qui devrait être entre toutes les mains. Ok, j'espère en tout cas qu'il a lu ou qu'il le lira, voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien qui était dense. J'espère en tout cas que tu t'es régalé comme moi sur cet entretien-là. Pour clôturer ce bel échange, tu as choisi quelle musique? Alors, merci à toi, déjà, c'était super cool. Et j'ai choisi une musique du groupe français qui s'appelle Rendez-vous. La musique s'appelle The Others et elle est super cool, elle fait taper du pied. Ok, super. On se retrouve juste après les auditeurs pour conclure tout ça. Merci beaucoup Victor, c'était trop bien.
J'espère que la musique vous a plu. C'était un très bon son. Merci Victor. Voilà, on est toujours sur Radio Alliance et Rage et on va conclure ensemble cette première émission. On a parlé de l'énergie, de son développement, des enjeux et des limites qui en découlent. C'était dense et j'espère que cet entretien vous a éclairé au mieux sur la thématique de l'énergie et de l'énergie en France. Oui, le défi de l'humanité, c'est d'arriver à continuer à maintenir un niveau de vie, notre niveau de vie dans les pays développés, et également de le faire croître dans d'autres. Sans nuire à la planète, sans nuire à notre civilisation, le défi, il est énorme. Mais les possibilités, elles sont multiples. Faut-il juste faire une transition de nos moyens de produire notre énergie ? Faut-il réduire nos consommations individuelles et collectives ? Faut-il optimiser nos réseaux de distribution ? Faut-il se lancer dans de nouvelles alternatives comme l'hydrogène ? Dans l'ère de la croissance numérique, où nous avons de plus en plus besoin d'électricité dans notre quotidien et notre développement, nous devons trouver les bonnes réponses. Notre mix énergétique, dont on a parlé avec Victor, va continuer à évoluer et dépendra d'éléments politiques, géopolitiques, démographiques, économiques, mais surtout devra s'adapter aux problématiques environnementales toujours plus présentes. Mais avons-nous le temps de s'adapter, de faire preuve de transition ? C'est la question que se posent de nombreux scientifiques. Nos pays et leur développement sont dépendants de tellement de ressources, mais la santé de nos citoyens et notre planète dépend aussi de nos choix. Nous savons que les énergies renouvelables ne sont pas parfaites, que leur fabrication, leur rendement, leur intermittence sont des sources de débats légitimes, que le nucléaire, par ses déchets, la sécurité, la fusion, c'est un moyen de production complexe. C'est un moyen de production complexe surtout par les investissements et les compétences qu'il nécessite. Les énergies fossiles, n'en parlons même pas, nous connaissons l'impact. L'hydrogène, sa production va nécessiter eau et électricité, donc aura forcément aussi un impact. La rénovation thermique, bien qu'évidente, peut, d'après l'exemple allemand, montrer des limites. L'autoconsommation, pour des milliards d'individus, est-ce que c'est vraiment une solution crédible ? Donc, où doivent investir nos pouvoirs publics ? Les investisseurs privés également. Où ils doivent mettre leur argent, où ils doivent mettre leur puissance pour essayer de faire les meilleurs choix pour notre avenir. Bien que l'ère de la 5G nous montre le contraire, c'est bien dans nos choix individuels et dans nos besoins que résideront d'importants leviers d'action, que l'on se dirige vers le nucléaire, les énergies renouvelables, l'hydrogène, ou tout à la fois. En tant que citoyens, nous pouvons agir dès maintenant en faisant évoluer notre mode de vie, afin de réduire notre impact. Cela ne se fera pas dans tous les cas sans les décideurs politiques ou les entreprises, mais nous avons un grand rôle à jouer. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si vous avez été intéressé suffisamment pour en savoir plus, il y a de très très bons auteurs à lire ou à consulter. Bon, déjà, on a parlé 2 fois dans cette émission, il y a Jean-Marc Jancovici bien sûr, il y a Guillaume Pitron, Philippe Biwix ou bien Alain Grandjean. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode. Vous pouvez nous retrouver en podcast bientôt sur Spotify et Deezer, sur les sites également de Radio Alliance ou Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission, c'était un vrai plaisir. À très vite pour un nouveau sujet avec un nouveau invité sur Radio Alliance, Rage. Allez, bye.